toutes et à tous. Merci d'être là, venus nous écouter. J'espère que vous passerez avec nous 3 quarts d'heure agréables et intéressants et enrichissants. Ça se fait pas, mais je vais commencer comme ça. Je serai le monsieur loyal pour les 3 quarts d'heure qui viennent. Je m'appelle Jean-Louis Pascon, je suis vice-président de FEDISA et de temps en temps un peu consultant pour quelques sociétés amies. Aujourd'hui, nous allons traiter du BPO, comme on dit en bon français. À titre personnel, je me pose toujours des questions sur l'acceptation de concepts marketing en provenance des États-Unis. Mais quand même, de temps en temps, il y a des choses qui finissent par arriver et par devenir concrètes. Et c'est ce qu'on va tenter de faire dans ce début d'après-midi. Nous allons commencer d'abord par situer le débat avec Virginie Boilet, qui est de Cerdalab, donc la partie de Cerda qui fait des études et qui collecte de l'information, et qui nous présentera donc une étude sur la dématérialisation telle qu'elle se pratique aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances, les volumétries, etc. Et ensuite, pour rentrer dans le concret, c'est l'entreprise d'Ocatpost, avec Michael Chérif et Jean-François Rodriguez, qui viendront vous expliquer comment aujourd'hui une entreprise peut outsourcer dans ce type de domaine, avec en particulier des opérations déjà, j'allais dire, bien rodées et fonctionnant, étant, j'allais dire, huilées, et pouvant répondre à certaines de vos préoccupations. Pardon. Ce qu'on a prévu, c'est d'essayer de faire à peu près 10 minutes au début et 10 minutes 20 minutes avec Ocatpost, pardon. Et puis nous aurons à la fin, en fonction de l'horaire d'arrivée, entre 10 et 15 minutes de questions-réponses. Voilà, je cède immédiatement la parole à Virginie Boilet. Merci. Bonjour. Donc je vais commencer par vous présenter Cerdalab, qui est donc le laboratoire d'études et de veille du groupe Cerda, qui est donc spécialisé depuis maintenant 28 ans sur l'organisation de la mémoire et du savoir, c'est-à-dire donc spécialisé dans les domaines de la dématérialisation, la gestion de contenu, l'archivage électronique, l'information numérique professionnelle, la veille, etc. Donc Cerdalab propose donc des études de marché qui sont proposées en multi-clientèle. Donc ce sont des études qui analysent l'offre, la demande d'un marché, ainsi que les tendances. Nous réalisons également des benchmarking techniques de solutions logicielles à la demande. Nous réalisons également une veille permanente sur le management de l'information à travers donc, notre plateforme cerdalab.com. Et enfin, nous réalisons des prestations de veille sur mesure, donc notamment de la veille réputation, de la veille technologique, de la veille concurrentielle et de la veille stratégique. Alors nous allons donc sortir dans quelques jours une nouvelle étude intitulée Dématérialisation des processus documentaires, marché tendance en 2013-2015. Donc c'est une étude généraliste sur le marché de la dématérialisation, mais pour notre conférence aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser un petit peu plus sur la dématérialisation des échanges clients. Alors, on a aujourd'hui donc un certain nombre de catalyseurs, de leviers de croissance qui permettent de développer la dématérialisation des échanges clients. Donc, tout d'abord, on a un cadre légal qui est aujourd'hui clair, qui accepte l'écrit électronique comme preuve. Donc, depuis la loi de mars 2000 et la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. On a des clients, des entreprises qui sont aujourd'hui matures sur le sujet de la dématérialisation, qui ont confiance et qui se lancent dans des projets de dématérialisation. On a des clients, que ce soit des clients en B2B ou en B2C, qui sont aujourd'hui mobiles, c'est-à-dire que la plupart possèdent des smartphones, des tablettes et sont ultra connectés. On a des clients donc, dans un environnement qui est ultra concurrentiel, qui sont en demande de toujours plus de réactivité et plus de services. Et puis enfin, le développement du e-commerce, qui a enregistré une croissance de plus 22% au premier semestre 2012
et qui favorise tout ce qui est contractualisation et facturation en ligne. Alors, au fur et à mesure que les entreprises maturent sur le sujet de la dématérialisation, on voit que leurs objectifs évoluent également. C'est-à-dire qu'au début, quand les entreprises se lançaient dans un projet de dématérialisation, leurs objectifs étaient très, très économiques. C'est-à-dire qu'elles voulaient baisser leurs coûts de traitement des documents, leurs coûts d'impression, leurs coûts de traitement des documents. Elle voulait également augmenter la productivité des processus. Elle souhaitait également améliorer la sécurité des échanges documentaires, éviter les risques liés à la fraude documentaire, ne pas perdre de documents. Elle souhaitait également se mettre en conformité légale par rapport à des lois dans leur métier. Et aujourd'hui, on voit que la plupart des entreprises cherchent à améliorer leurs relations clients à travers des projets de dématérialisation des échanges clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dématérialisation de la relation client est devenue vraiment un véritable élément de différenciation, on va dire, par rapport à la concurrence. Alors, si on regarde maintenant le marché global de la dématérialisation, c'est un marché donc, qui, selon nos estimations, atteint 2,4 milliards d'euros en 2012. Alors, il a subi un petit recul en 2009, au moment de la crise, avec une baisse de moins 4%, pour reprendre ensuite son élan avec des taux de croissance, on va dire, entre 3 et 4%. Donc on s'attend à un marché en 2015 autour des 2,7 milliards d'euros. Voilà. Alors parmi les acteurs en fait qui sont porteurs donc de ce relatif dynamisme, même si ce marché n'est plus aussi dynamique qu'il y a encore 7 ans, c'est-à-dire qu'au milieu des années 2005, on était sur des taux de croissance autour de 10-15%. Donc aujourd'hui, on a quand même divisé par 3 ce taux de croissance. Mais on a quand même des acteurs comme les éditeurs de logiciels qui représentent à peu près 26% de ce marché. Qui enregistrent encore des taux de croissance autour de plus 9, plus 10%. On a également les tiers de confiance, qui représentent une part assez faible du marché, 3%, mais qui quand même enregistrent un taux de croissance autour de plus 5%. Alors en revanche, on a les distributeurs de scanners, de logiciels et les prestataires en numérisation qui sont plutôt sur une tendance à la baisse. Alors ensuite, parmi les secteurs d'activité donc les plus actifs en dématérialisation, on a principalement donc 4 secteurs. Le secteur des services, le secteur de la banque assurance, le secteur public et puis le secteur industriel. Enfin, donc la grande tendance actuelle du marché de la dématérialisation, c'est la dématérialisation donc en situation de mobilité. On peut dire que la mobilité a vraiment donné un second souffle à la dématérialisation. Alors, donc on a d'abord la capture d'informations qui peut se faire en situation de mobilité avec des solutions de cofax ou d'ABI qui permettent donc de capturer de l'information directement en fait, chez le client, par exemple dans le secteur des assurances. On peut capturer directement des déclarations de sinistres directement chez le client. Ensuite, on a de la dématérialisation mobile dans le secteur public, avec par exemple la société CDC Fast qui propose un e-parapheur, qui propose également d'envoyer des convocations électroniques directement sur tablette ou des ordres du jour lors de conseils municipaux, par exemple, pareil, directement sur tablette. On a aussi de la dématérialisation des factures,
sur mobile, avec des solutions comme Use qui permettent donc à l'extérieur de l'entreprise de valider une facture directement sur son smartphone. Et puis enfin, grosse nouveauté, on a ce qu'on appelle la dématérialisation donc des contrats, mais directement sur le lieu de vente, en face à face. C'est-à-dire que pour la première fois, autrefois, on avait une dématérialisation qui se passait à distance. Et aujourd'hui, on utilise donc des tablettes pour dématérialiser des contrats en face à face avec le client. Donc on va en voir un exemple avec DocAdPost, à qui je vais laisser la parole. Bonjour, Jean-François Rodriguez, donc je suis directeur général de DocAdPost Conseil et membre du comité de direction de DocAdPost. Et je suis accompagné de Michael Chérif, qui travaille pour la BU DocAdPost BPO, qui porte un certain nombre de solutions qu'on vient d'évoquer brièvement. Alors quelques mots et quelques chiffres sur DocAdPost en bref. DocAdPost est en fait partenaire des entreprises et des organisations publiques pour les accompagner dans l'optimisation de la gestion des flux, dans les relations avec leur écosystème. Donc c'est bien sûr les relations avec les clients, mais ça peut être aussi les relations avec les fournisseurs, avec l'administration, les collaborateurs. Donc tous les échanges qui contribuent à l'activité de l'entreprise. 3 types de services, du traitement de documents, donc éditique, numérisation, dématérialisation de documents. Deuxième activité, c'est un certain nombre de plateformes d'échange pour dématérialiser notamment les factures, les contrats, c'est ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui, mais également des échanges de données, de formulaires, etc. Et puis une troisième activité qui est du BPO à proprement parler, qu'on n'a pas défini d'ailleurs, Business Process Outsourcing. En bon français, c'est gestion déléguée de processus, qui capitalise en fait sur le traitement de documents et les plateformes pour proposer en fait une externalisation et une optimisation des processus de l'entreprise, notamment embarquant le volet documentaire, mais pas que. On va voir que les impacts des solutions documentaires sont des impacts dans les processus métiers à proprement parler. Donc on va faire un tandem tous les deux pour vous parler des enjeux de la gestion de flux dans la relation client d'abord. On va essayer de les lister, ce ne sera peut-être pas exhaustif, mais on va essayer d'être assez complet. Ensuite, on pourra passer aux solutions très concrètes, donc des solutions pour mettre en œuvre la dématérialisation. On va parler du contrat ou de la souscription numérique, mais également des solutions pour accompagner les projets, parce qu'on va voir que mettre en place la dématérialisation du contrat, ce n'est pas qu'un sujet technique. Et enfin, on zoomera sur 3 cas clients concrets, avec des chiffres et puis une démonstration plus concrète. Voilà, donc Michael, je te laisse embrayer sur les enjeux. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais démarrer sur un petit peu les enjeux de la gestion de flux dans la relation client. Aujourd'hui, les clients, leur souci, c'est par exemple augmenter le taux de transformation prospect vers client. Quand on regarde des processus, par exemple, de télévente, où on a un prospect au bout du téléphone qui souhaite souscrire, et puis on imprime, on envoie par la poste, et puis on attend un retour. Aujourd'hui, on est sur des taux de transformation de l'ordre de 20%, ce qui est vraiment pas terrible. Et on va voir qu'aujourd'hui, on met en place des solutions pour vraiment booster ce taux de transformation. Notion d'image de modernité, de fluidification du parcours client. Ça aussi, c'est important. C'est le fait, au lieu de passer 15 jours pour attendre son dossier pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, on va le faire en 48 heures, en 24 heures. Si on est déjà client, on va pouvoir souscrire en 5 minutes. Donc on est vraiment sur cette notion de fluidification. Adresser le multicanal et le cross-canal, ça c'est vraiment important. Aujourd'hui, on veut mettre en place des processus où, par exemple, monsieur vient en agence, signe un contrat et son épouse, puisqu'il s'agit d'un contrat biparti, son épouse va peut-être le signer sur Internet depuis son bureau, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer dans l'agence. Ou alors monsieur vient signer et puis il n'a pas toutes ses pièces et puis il va rentrer à la maison et il va compléter son dossier en ligne sur Internet. Dernier point de ce premier chapitre, la notion de conquête de nouveaux clients. À chaque fois, je prends mon exemple à titre personnel. J'ai voulu ouvrir un compte épargne sur Internet. J'ai fait toutes mes recherches, j'ai trouvé la bonne banque en ligne avec le meilleur taux. Je vais pour souscrire et on me demande d'imprimer et de l'envoyer par la poste. J'ai tout arrêté.
Je suis resté avec ma banque en ligne et j'ai fait de la souscription. En 5 minutes, c'était fait. J'avais mon produit d'épargne. Le taux était un peu moins intéressant, mais je suis resté avec ma banque en ligne. On est vraiment sur cette notion de conquête de nouveaux clients. Autre exemple, un jeune va peut-être pas aller dans une agence parce qu'il n'est pas habitué à ce mode-là. Il va préférer souscrire sur Internet. Donc on est vraiment sur cette notion de conquête client. Et puis bien sûr, des sujets autour de la réduction des coûts, que ce soit des coûts de front office ou de back office. Des notions de réduction des risques. Il peut y avoir des risques opérationnels, des risques juridiques. Quand un dossier n'est pas complet, par exemple, il manque des informations et ce genre de choses. On est sur des risques opérationnels. Sujet très important aussi en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour de la lutte contre la fraude et notion de traçabilité. Ça se durcit de plus en plus, il faut qu'il y ait des contrôles. Et puis enfin, dernier point, parce que c'est essentiel, il ne s'agit pas de faire un Big Bang. On a encore du papier, on aura encore du papier pendant plusieurs années. Et il est important de gérer cette transition et d'être capable de gérer de l'hybride aujourd'hui, papier et numérique. Ouais, donc en synthèse, si on regroupe effectivement les enjeux qui sont là, il y a deux types d'enjeux. Il y a des enjeux véritablement d'efficacité commerciale, on l'a vu. Je trouve que l'exemple avec la banque en ligne et le compte épargne est très révélateur. Quand on permet aux clients ou aux prospects de naviguer sur un site web, d'avoir de l'information, même de profiler les produits qu'il veut acheter, et qu'on s'arrête en disant maintenant c'est terminé, c'est une enveloppe ou le guichet, on prend deux risques. Au mieux, on perd du temps, au pire, on perd le client. Donc c'est clair, les enjeux commerciaux, j'y reviens pas, c'est limpide. Sur les enjeux d'efficacité, plus dans le domaine efficacité opérationnelle et économique, là aussi les enjeux sont extrêmement forts. On verra des chiffres tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que dans les coûts qui sont impactés par ce type de solution, il y a des coûts de type logistique, c'est-à-dire du traitement de documents physiques, du traitement de courrier, des activités de numérisation, des activités d'indexation, tout ça n'a plus lieu d'être dès lors qu'on passe en mode souscription numérique par exemple. Mais également, va avoir des impacts sur les coûts des processus métiers, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez des acteurs métiers qui font des actions au titre de la prise en charge d'un contrat qui ne sont pas des vrais actes métiers. Contrôler si toutes les pièces d'un dossier sont là, on n'a pas besoin d'avoir 10 ans de banque assurance derrière soi pour le faire. Ça peut être fait par des gens qui vont simplement avoir la liste des pièces qu'il faut et qui cochent des cases. Donc on peut avoir des impacts forts là-dessus. Troisième impact qui est important, c'est si on parle du contrat. Le contrat, c'est quand même la première pièce, le premier document qui fait le lien entre un client et l'entreprise. Toutes les entreprises veulent dématérialiser les documents de la relation client, les factures, les relevés. C'est beaucoup plus facile de dématérialiser les factures et les relevés quand on a commencé dès le contrat que quand on doit aller chercher derrière avec des clients qui travaillent avec des CGV depuis des années et aller les motiver, leur faire signer des nouveaux contrats pour accepter de ne plus avoir de papier dans la relation. Donc tout ça, c'est des impacts qui sont importants. Donc quand vous voulez faire un dossier de décision pour dire est-ce que mon entreprise doit ou doit pas y aller, en gros, tous les critères, les principaux critères qu'il faut prendre en compte, ils sont là. Maintenant, le poids de ces critères, l'évaluation économique qu'on met derrière chacun de ces critères, elle est propre à votre activité, à votre contexte. Et en gros, il y a 3 drivers qui vont créer des différences dans les dossiers de décision. Le premier, c'est le métier ou le secteur d'activité. En gros, plus on a des processus de gestion de contrats qui sont complexes, plus on va gagner en passant sur la souscription numérique. C'est évident, mais c'est toujours mieux de le dire comme ça. Ça va être lié aux enjeux de la relation client qui sont les vôtres. Est-ce que la souscription numérique, c'est déjà quelque chose qui a commencé dans votre secteur d'activité, auquel cas vous êtes suiveur et c'est à prendre en compte dans votre décision d'y aller ou pas y aller, ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité de précurseur? Ou est-ce que c'est juste un enjeu d'image, parce que votre image est poussiéreuse? Si je prends le Crédit Municipal de Paris, ma tante, comme on l'appelle, leur image est un peu poussiéreuse. Ils ont acheté une solution de dématérialisation des contrats, juste pour dire, voilà, je suis dans le vent et je ne suis pas la banque des pauvres. Et dernier critère qui va être structurant, c'est est-ce que vos clients sont des entreprises ou des particuliers? Parce qu'évidemment là, c'est plus du tout les mêmes mondes. Si on est dans le monde B2B, la solution que vous allez adopter, si vous décidez d'y aller, elle doit s'intégrer dans les processus de vos clients pour qui vous êtes un fournisseur. Et qui sont déjà organisés pour traiter de la contractualisation avec les fournisseurs. Donc c'est pas neutre non plus. Sur les enjeux pour conclure, 4 points clés qu'il faut avoir en tête si vous imaginez ou vous envisagez d'entrer dans ce type de démarche. Le premier, c'est que autant la dématérialisation de la facture et du relevé, c'est quelque chose qui est ancien, qui roule, qui n'a pas des taux de pénétration phénoménaux, mais qui est quelque chose qui a une certaine notoriété, une certaine habitude. Autant la dématérialisation du contrat, c'est quelque chose qui est encore nouveau,
peu d'entreprises ont fait le pas. On est en plein dans le début de la vague. Et donc, il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est une innovation à ce stade. En tout cas, pour l'entreprise qui s'y lance. En plus, cette innovation, elle touche quelque chose de sensible. C'est qu'on n'est pas en train de dématérialiser un document avec un client qui est fidèle depuis des années. On est en train de dématérialiser le premier acte qui va être fait avec quelqu'un qui ne nous connaît pas et avec qui on cherche à entrer en relation. Donc ça donne un enjeu un peu plus lourd qu'une dématérialisation de facture ou de relevé avec un client qui existe. Troisième point, c'est que c'est un projet d'entreprise. On va parler technique, on va voir des solutions. Mais mettre en place une souscription numérique, ça va impacter toute l'entreprise. Ça va impacter le marketing. Est-ce que je mets la souscription numérique pour toutes mes offres? Pour qu'une partie des offres à destination d'une certaine cible ou pas? Ça va impacter la relation client. Ça va impacter les centres de back-office et les processus métiers derrière. Ça va impacter la logistique, ça impacte tout. Et donc il faut bien prendre ça en compte. Ce n'est pas juste une histoire d'achète une plateforme, je l'intègre dans moi ici. C'est plus complexe que ça. Et enfin, le ROI, on verra à travers 2 cas clients. Les ROI peuvent être très rapides, mais il faut savoir juste qu'ils sont liés au taux de transformation, c'est-à-dire quelle est la part de mes contrats qui basculent du monde papier vers le numérique. Et on verra que les ROI peuvent être rapides, mais c'est quand même lié à ça, et il faut en tenir compte. Donc je propose qu'on rentre dans la partie solution, et Michael va vous parler de la solution du groupe qui s'appelle Contralia. Merci. Oui, donc pour répondre aux enjeux qu'on a cités, aux enjeux de nos clients, je vais me focuser sur une solution qu'on a chez nous qui s'appelle donc Contralia, qui permet de faire de la souscription 100% numérique, vraiment multicanal, pour dématérialiser à la source tout type de documents et puis faire de la signature. Alors, juste en quelques mots, la souscription numérique, c'est pas que la prise d'un consentement, une signature, c'est pas que ça. C'est différentes étapes qui passent donc de l'identification, authentification d'une personne. Ensuite, potentiellement une collecte des pièces justificatives avec peut-être un traitement dessus. Ensuite, effectivement, la brique de consentement, où on va prendre la signature de la personne. Ensuite, de la diffusion, parce qu'une fois qu'on a un document qui est signé électroniquement, il va falloir le diffuser. Et puis, autour de ça, on va mettre des modules à forte valeur ajoutée, par exemple de la lutte contre la fraude. Donc on va pouvoir faire de la détection de fraude et un peu du scoring sur les pièces justificatives pour voir si est-ce qu'il y a un risque de fraude ou pas. On va pouvoir y mettre des contrôles back-office métier avec peut-être des personnes qui vont faire de la vérification, faire vraiment des règles métiers complexes sur un dossier de souscription pour dire oui, ok, je l'accepte, non, je ne l'accepte pas. Et puis ça va jusqu'à l'intégration aussi avec des solutions que la Poste a sorties autour de la confiance numérique. Donc par exemple l'intégration à des solutions comme DigiPost ou l'identité numérique La Poste. Donc des choses très intéressantes qui se profilent dans les années à venir. Je vais juste vous donner quelques exemples pour bien comprendre en quoi on répond aux enjeux de nos clients. Je vous parlais du taux de transformation tout à l'heure. On a mis en place donc sur un processus de télévente pour des produits bancaires dans le cadre de l'assurance. On le verra tout à l'heure, une petite vidéo là-dessus. Donc il s'agit de la Massif. Donc c'est de la souscription de produits bancaires qui était fait en télévente, donc avec envoi, je suis au téléphone et ensuite l'opérateur envoie le document en papier qui arrive chez le prospect signe, il retourne tout ça au bout de 15 jours, etc. Ils avaient un taux de transformation, je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais disons autour de 20%. Ils ont fait x2, c'est-à-dire qu'on leur a mis en place un système où l'opérateur en télévente clique sur un bouton, instantanément le prospect reçoit un mail, se connecte sur Internet, voit son contrat et le signe sur Internet. Ils ont fait x2 sur le taux de transformation. C'est juste énorme. On multiplie par 2 son acquisition de nouveaux clients. Alors on savait que ça allait avoir un impact, mais à ce point-là, c'est vraiment intéressant. Autre exemple, je parlais tout à l'heure du papier, on en a toujours. Et effectivement, on met en place par exemple des projets pour Cortal Consort où on traite ce qu'on appelle les OST, c'est les opérations sur titre. C'est les petits coupons quand vous êtes actionnaire que vous recevez quand il s'agit de faire une action sur vos actions.
on traite et des coupons papier OST, donc qui sont remplis par le client chez lui, qui sont envoyés par la poste, reçus dans nos centres, on fait de la numérisation, l'ADRA, vidéocodage, etc. Mais on a mis en place aussi de la signature d'OST sur la banque en ligne. Et donc directement, le gros avantage pour Cortar Consort, c'est qu'on va fusionner tous ces flux et envoyer qu'un seul flux dans le système d'information de Cortal. Voilà, sur la lutte contre la fraude, quelques mots là-dessus. On intègre par exemple des scanners qui font de la détection de fraude sur les pièces d'identité, qui vont faire de la lecture infrarouge UV sur les points de sécurité des pièces justificatives, ce genre de choses, voilà, qu'on intègre dans les processus de souscription. Si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Je veux bien, non pas là-dessus, mais là en fait on vient de parler des solutions, on verra tout à l'heure la vidéo qui vous montrera concrètement comment ça marche. Moi je propose de parler un peu des solutions, non pas pour mettre en œuvre, puisque ça c'est Contralia, mais des solutions pour accompagner le projet de souscription numérique, puisque l'accompagnement de projet, vous l'avez compris je pense, est une clé pour à la fois maîtriser et sécuriser le déploiement de la solution technique, mais c'est aussi la clé pour assurer l'adhésion des différentes parties prenantes dans l'entreprise, puisque c'est un projet qui n'est pas un projet technique, et également de l'externe, parce que si les clients ne veulent pas rentrer dans ce mode de souscription parce qu'il n'a pas été bien pensé, ou il s'intègre mal dans le parcours client, ou dans l'offre marketing, et bien effectivement le ROI ne sera pas du tout celui qui était attendu. Et donc en fait, on propose d'accompagner ces projets, au-delà de fournir des plateformes que porte Michael, c'est aussi d'accompagner les projets, et on résume ça en 3 mots, qui sont les 3 étapes clés des projets de ce type. Voir clair avant de se lancer, se lancer dans l'action et ensuite accompagner le déploiement sur le terrain et chez les clients. Alors voir clair, en gros, l'idée c'est de faire du diagnostic et le dossier de décision qui permet à l'entreprise, et je dis bien l'entreprise et pas au DSI ou au directeur de la relation client, à l'entreprise de dire voilà, j'y vais, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je vais chercher et je sais aussi ce qu'il faut que je mette dans le projet pour être sûr d'arriver à obtenir ce que je cherche à faire. Autrement dit, c'est quand on parle de ROI, c'est aller regarder les coûts des process actuels, regarder quels sont les coûts des process futurs, dégager le ROI de la solution en fonction des scénarios d'adhésion des clients et en fonction du périmètre qu'on va choisir de cibler avec son projet. La deuxième étape, agir, là c'est plutôt l'accompagnement de type assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire aider à la fois au déploiement technique du projet, donc développement, intégration, test, recette, pilote avec des clients, mais c'est aussi et surtout accompagner les multiples parties prenantes et les fédérer autour du projet d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin la dernière étape, accompagner le déploiement, c'est à la fois en interne donner du sens aux acteurs qui vont être impactés, parce que les processus vont changer, c'est aussi les former, s'assurer qu'ils adhèrent à l'outil et qu'ils sont confortables avec, sinon il y aura un rejet. Et c'est la même chose vis-à-vis des clients externes, ça s'accompagne de communication, c'est vous les experts de la communication sur votre métier, mais on peut probablement vous aider sur la manière de communiquer pour faire adhérer à ces nouveaux processus de souscription. Voilà, donc vous l'avez compris, DocApost a une approche un petit peu originale par rapport à ça. On a les solutions techniques, d'autres les ont aussi, on a la prétention de penser que les nôtres sont mieux, vous attendez pas le contraire de nous, mais on pense que la clé c'est le projet, parce que la réussite pour vous d'un projet de souscription numérique, c'est si les flux arrivent et si vous avez basculé du papier vers le numérique de manière significative pour assurer le ROI. Il se trouve que nos intérêts sont liés dans la mesure où les prestations et les plateformes dont vous parlez, Michael, sont des plateformes en mode SaaS, donc en coût variable, et l'intérêt des opérateurs, c'est aussi que les flux soient là. Maintenant, passons au cas client pour conclure. Donc je vais évoquer 2 cas clients avec quelques chiffres, et puis Michael vous fera la fameuse démonstration visuelle. Le premier cas client que je vais évoquer, c'est un cas un peu atypique mais qui est intéressant, qui est la SACEM, la Société des éditeurs de musique, qui elle n'a pas d'enjeux commerciaux, ils ne font pas du business, ils ne sont pas là pour aller chercher du client ou avoir des taux de transformation sur des contrats importants. Leur sujet il est complètement différent, c'est qu'ils sont dans un environnement où le numérique est en train de progresser à toute vitesse et eux ils doivent suivre et être dans le vent de cette évolution numérique. En tout cas c'est ce que les auteurs et les compositeurs attendent de la SACEM. Et là, ils n'y sont pas. Ils avaient pourtant intégré une première étape de dématérialisation, au sens un dépôt d'œuvre. Aujourd'hui, il se fait sous forme papier, mais tout est numérisé, indexé et traité, de manière donc dématérialisée. La question pour eux, c'était comment je vais plus loin pour être nativement numérique, comme mes auteurs et compositeurs le sont aujourd'hui. Donc, ils nous ont utilisés pour fabriquer le dossier de décision et voir quel pouvait être le projet, le ROI, etc.
Et en gros, il est sorti 3 points clés pour eux, qui ne sont pas les points clés peut-être pour vous, mais en tout cas pour eux c'est important. Le premier, c'est l'image. C'est je suis partie prenante de la révolution numérique et j'y vais sans freiner, sans état d'âme. Et là, c'est un projet qui clairement a une valeur pour eux de ce point de vue-là. Le ROI se situe entre 2 et 3 ans en fonction du taux de conversion des dossiers papier en dossiers numériques. Et les gains se font sur toute la chaîne jusqu'au traitement véritablement métier de la SACEM, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de numérisation, il n'y a plus de traitement de dossier que la SACEM recevait et envoyait vers un prestataire qui numérise, indexe, renvoie les informations, tout ça c'est fini. Et le troisième avantage dans leur cas, c'est un impact délai, parce que le traitement et le dépôt d'une œuvre, ça se chiffre en semaines, le délai pour le dépôt d'une œuvre, et pour des auteurs et compositeurs en environnement numérique, où tout doit aller tout de suite, très vite, là vous avez des impacts qui sont très significatifs. Le deuxième cas, c'est celui qui est sur la planche ici. Donc c'est une société de crédit conso pour lesquelles on a fait le même genre d'études pour les aider à définir leur projet et à valoriser à la fois les ROI, les investissements et les ressources à mobiliser. Là, vous avez... attends, si tu peux revenir sur la première planche, excuse-moi. Voilà. Là, vous avez à gauche le coût. Alors eux, ils n'ont pas dématérialisé. Ils sont en mode papier et ils veulent passer en souscription numérique. Donc vous avez à gauche le coût total et la façon dont il se décompose entre les processus internes. Ah pardon, c'est SACEM. Oh, ben, il est intéressant quand même. On voit qu'on a une réduction quantitative importante, 35% de réduction de coûts par rapport à un processus qui est déjà en partie dématérialisé, je répète, numérisé, etc. Et puis on voit que les coûts changent complètement de nature, c'est-à-dire qu'on a un coût variable qui est une prestation externe avec un coût d'archivage, ça c'est la solution numérique, qui se substitue à un coût de traitement de type logistique, c'est la partie rouge, et un coût de traitement process métier fait par les acteurs métiers de la SACEM qui voient leur boulot allégé avec la mise en œuvre de la souscription numérique. On peut passer au crédit conso, on retrouve les mêmes genres de choses. Dans le cas de cette société de crédit, on est sur un impact où le traitement d'un dossier de crédit coûte, à l'heure actuelle, a été valorisé à 4,30 € et il descend à 2,75 € en souscription numérique. Donc si vous faites le calcul, c'est à peu près 40% de gain sur les coûts unitaires. Mais évidemment, le ROI du projet dépend du nombre de dossiers qui vont être nativement numériques. Le ROI, dans le cas d'espèces du crédit conso, qui sont des processus compliqués sur lesquels les impacts du numérique sont plus forts, dans le cas d'espèces de cette société-là, on a un ROI en 2 ans pour un taux d'adhésion de 10% seulement. Donc voilà, ça vous donne une idée. Maintenant, 10%, il faut quand même y aller, ça demande un peu de boulot. Mais voilà, on a fait des scénarios qui montrent que, voilà, ils ont tous les éléments pour apprécier le risque. Et les curseurs sur lesquels il faut agir pour maîtriser ce risque et arriver au ROI qu'ils veulent cibler. Voilà, puis Michael, tu as un dernier cas avec une vidéo. Donc juste en introduction de la vidéo, donc il s'agit du cas que j'expliquais tout à l'heure, donc de télévente. C'est pour de l'ouverture de compte bancaire, donc c'est fait par la Socram, Socram Bank, pour le compte de la Massif ou de la Maïf. Donc là, ce qu'on vient de voir, ce qu'on va voir, il y a déjà eu le contact au niveau téléphonique, donc c'est du process télévente, et le prospect a dit oui, je veux signer. Donc il va recevoir un petit code PIN par SMS pour lui permettre d'arriver sur l'espace de souscription, et c'est ça qu'on va voir. Voilà, donc le prospect reçoit un petit code PIN, il va sur donc il a reçu son mail, il va sur le portail. Première étape, c'est bonjour et on valide votre demande d'ouverture d'un compte. Là, il peut voir les CGV. Alors c'est un document d'exemple, bien sûr. Ensuite, deuxième étape, c'est la signature, proprement dit. Donc cette signature, on va la faire, donc on est sur Internet, on va la faire avec un code PIN qu'on va recevoir par SMS. C'est un petit code de 6 chiffres. Donc voilà, la personne a reçu son code, elle le tape en retour et elle signe. Ensuite, il y a la partie, donc voilà, le contrat est signé, donc il y a la partie pièce justificative. Je vais faire juste une petite pause. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, excusez-moi.
Oui, juste une petite pause. La grande tendance, il y a quelques années, nos clients préféraient plutôt le mode « je demande les pièces justificatives, je complète le dossier et ensuite je signe ». Et on voit une inversion de tendance depuis un an et demi, où maintenant on inverse le processus. C'est-à-dire on fait signer en premier pour vraiment avoir un taux de transformation excessivement important. Et ensuite, la personne a 15 jours pour télécharger ses pièces justificatives. Donc c'est une autre approche, mais voilà, c'est une tendance. Donc là, il y a la partie pièces justificatives. Excusez-moi, il y a le versement tout d'abord. Donc on intègre du paiement en ligne classique carte bleue. Donc là, on passe assez vite. C'est pas le sujet. Donc la partie pièces justificatives où la personne donc, va télécharger directement sur Internet ses pièces justificatives. Voilà, donc un justificatif de domicile, justificatif d'identité, carte d'identité, recto, verso. Il peut y avoir des pièces optionnelles. Et voilà, c'est terminé. Juste un petit mot ici. On peut, si le client n'est pas à l'aise avec le numérique, on peut envoyer ces pièces justificatives par courrier. Et elles seront reçues dans un centre numérisé et rattachées au dossier. Mais ce qui est important, c'est qu'on a fait signer le prospect, il est devenu client, et ensuite voilà, on va traiter les pièces justificatives selon le mode qu'il préfère, quoi. Voilà, donc s'il y a quelque chose à retenir là-dessus, un process comme ça, on fait x2 sur l'acquisition de nouveaux clients. Vraiment très très intéressant. Eh bien, merci pour ce petit film qui nous a réveillés. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer la parole à la salle. Moi, je vais tricher parce que j'ai le droit de poser la première question. Donc, je vais la poser à Cerdalab. C'est quand est-ce que le rapport sera disponible et à quel coût? Et puis, éventuellement, si les participants ici, ils avaient un droit de réduction. J'ai essayé, on verra si ça marche. Alors l'étude sortira dans quelques jours, je pense en début de semaine prochaine. Les visiteurs du salon auront droit à une réduction de 20%. Et le prix, en fait j'ai plus le prix exact, mais ça doit être autour de 890 € hors taxe. Voilà. Des questions dans la salle? Oula. Il y avait de la choucroute à la cantine. Moi j'ai une question pour de 4 postes. J'imagine effectivement que la tarification est quelque chose de compliqué, mais quels sont les éléments clés de la tarification? Les volumes, les difficultés de documents, enfin que sais-je, quels sont les éléments qui permettent effectivement à quelqu'un de se dire c'est un petit projet, un gros projet du point de vue financier. Et ensuite, quel est le délai moyen de mise en œuvre de ce type de solution? Alors sur les coûts, donc c'est une plateforme entièrement en mode SaaS. Donc du coup, ça demande peu d'investissement, quasiment pas. Et on est plutôt sur un mode de coût à l'acte, à la transaction. Donc ce qui permet de démarrer sur des petits volumes et puis après petit à petit augmenter. Et les prix à la transaction, on est sur quelques euros. Alors bien sûr, c'est dépendant des volumes, c'est dépendant aussi du niveau de certification, niveau de signature électronique qu'on met sur les documents. C'est dépendant aussi de la durée d'archivage, parce que pour chaque document, il y a un archivage à vocation probatoire qui est fait derrière, de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour la SACEM, on parle d'archivage pour 100 ans. Donc il y a un coût différent, bien sûr, si on est selon la durée et le poids de l'archivage. Concernant les délais de mise en œuvre, encore une fois, tous les avantages des plateformes en mode SaaS. Aujourd'hui, on est sur des délais de mise en œuvre entre 3 mois et 6-9 mois maximum, quoi. Donc, quand je dis 6-9 mois, c'est parce que voilà, ça fait partie d'un projet d'entreprise avec de la conduite du changement, etc. Enfin, beaucoup de choses autour qui fait que ça dure 9 mois.
la pure intégration technique, si on parle de ça, c'est vraiment quelques semaines, hein, c'est vraiment très très simple. On est tous sur des systèmes en mode web service, etc. Voilà, donc des projets très, très courts en termes de mise en œuvre. Merci. Des questions ? Merci. Bonjour, Sophie Ranchard-Kinos. J'ai une question pour Virginie Boyer sur le développement du secteur des services. Services aux entreprises, services aux particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et une autre pour DocApost concernant la signature. Vous êtes passé très vite sur la question de la signature, mais quelqu'un qui signe en ligne, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a des cryptages ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci. Alors, vous voulez savoir un peu plus sur la dématérialisation dans le secteur des services aux particuliers, la distinction entre les deux, c'est ça ? On n'a pas fait la distinction dans l'étude vraiment entre services aux particuliers, services aux entreprises. On a, au niveau du secteur des services en général. Donc, j'avoue que je ne peux pas répondre à la question de manière précise. Désolée. Alors, sur la signature électronique, en fait, comment ça se passe ? Tout d'abord, c'est en respectant la réglementation, tout simplement. Donc, la signature électronique, c'est la loi du 13 mars 2000, hein, ça date un peu. Nous, on a accompagné toutes les professions réglementées qui ont été vraiment les premières en France à se lancer sur la signature électronique avec les experts comptables, les huissiers de justice, les greffes des tribunaux de commerce. Donc, c'est un petit peu qu'on défrichait le terrain entre 2000 et 2000 et puis jusqu'à aujourd'hui. Hein, et donc, au niveau réglementaire, donc, il s'agit de faire de la signature électronique, de faire de l'horodatage de ces signatures, c'est essentiel. Et ensuite de faire de la conservation dans un coffre à vocation probatoire. Voilà. Donc le principe, on évoquait Internet. Hein. Internet, le principe, c'est qu'on va essayer de capter le consentement de la personne et ensuite déclencher la signature électronique et les différents services de confiance derrière et au final gérer la preuve. Hein. Donc comment ça se passe concrètement dans le cas Internet ? Il y a une prise de consentement qui est faite justement avec ce code PIN qui est envoyé par SMS et qui est renseigné en retour par celui qui signe. Et ça va déclencher donc la signature électronique du document qui sera horodatée. Ensuite, derrière, il va y avoir une signature électronique, par exemple, de l'organisme, hein, s'il s'agit par exemple d'une banque, hein, d'une banque en ligne. Ensuite, il va y avoir une signature électronique en notre nom en tant que tiers de confiance, hein, qui vient sceller complètement le document, et ensuite il est déposé dans un coffre à vocation probatoire. Tout ça, ça génère aussi un dossier de preuve qui est signé, scellé, archivé aussi, et qui qu'on pourra extraire et fournir à un juge en cas de litige, etc. Et alors, il n'y a pas que le dossier technique qu'il faut fournir à un juge, il faut aussi lui fournir ce qu'on appelle la politique de gestion de preuve, hein, qui est un document qui fait le lien entre le monde juridique et le monde de la technique, pour justement expliquer à un juge quel est l'état de l'art qui est derrière et comment on gère la preuve. Donc c'est un document un peu juridique qui vraiment décrit la gestion de la preuve. Et ce document fait référence à d'autres documents, des politiques de certification, politiques de horodatage, etc. Enfin, aujourd'hui, tout est relativement bien cadré à ce niveau-là, au niveau réglementaire, pour faire de la signature électronique. Alors, juste un dernier mot, on parlait de signature sur Internet avec un code PIN par SMS. On a la même chose en face à face. On déploie par exemple de la signature d'assurance avec des commerciaux nomades qui ont des iPads. C'est une centaine de commerciaux qui se baladent dans les casernes des militaires et qui font signer de l'assurance sur l'iPad. Et c'est le même principe. Là, par contre, on a l'image de la signature. Donc, on va capter l'image de la signature de la personne. Et ça, de la même manière, ça va déclencher, c'est du consentement, hein, et ça va déclencher la signature électronique, l'horodatage, l'archivage à vocation probatoire et puis la gestion de la preuve. Voilà. Oui, il y a une question là-bas au fond. Ce sera peut-être l'avant-dernière ou la dernière, suivant le temps de réponse. Oui, bonjour. Je m'appelle William Bress, je suis directeur fonctionnel du socle de signature électronique du ministère de la Défense.
J'aurais aimé avoir une précision sur le témoignage que nous apportez. Il y a une filiale de la Société Générale qui s'appelle Franc Finance qui a mis en place un dispositif à peu près équivalent. Simplement, dans le consentement, ils conservent encore du papier. Ça, c'est ma première question. Quelle est votre position là-dessus? L'autre question, c'est pour étendre un peu plus le sujet. Comment vous vous situez par rapport au projet de règlement de signature électronique de juin 2012 de la Commission européenne? Je vous remercie. Alors, oui. Sur la première question, en fait, c'est... Aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet de la signature électronique. Il n'y en a pas. Donc, c'est, entre guillemets, une gestion du risque. Et dans certains cas, certains clients peuvent dire « j'ose pas complètement dématérialiser, je vais conserver un document papier ». Honnêtement, je pense que c'est un cas très particulier et très qui n'apparaît pas nous atypique, ouais, tout à fait. Sur la deuxième question, je suis pas là. Sur la deuxième question, c'est un sujet qui me concerne un petit peu plus dans mes activités. Je dirais qu'avant que le règlement devienne quelque chose de tangible, en particulier quand ils auront rempli les annexes avec les normes idoines, on aura un certain temps à réagir, parce qu'effectivement, le règlement là, s'imposant à tous les pays d'un seul coup, il est clair que ça a un impact sur tout un tas de choses, par exemple en France sur le règlement général de sécurité, et donc effectivement aussi pour toutes les administrations. Donc je pense qu'il y aura suffisamment de discussions pour qu'on voit apparaître le document s'affiner au fil du temps, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui ont leur législation. Je pense aux Italiens, je pense maintenant aux Luxembourgeois qui peuvent numériser et détruire le papier après numérisation. Enfin bon, je pense que l'impact de ce règlement va être tellement important pour les 27 pays de l'Union quand ils auront fini de s'occuper des problèmes de l'euro, que je crois que là, il y aura un big bang dans tous ces problèmes, et en particulier si ils ont la curieuse idée de ne pas choisir certaines normes ou technical specifications de l'ETSI en matière de politique de certification, de choses comme ça, quoi. Parce que là, beaucoup de gens se retrouveront la patte en l'air, si j'ose dire. D'autres questions, parce que je crois qu'il est l'heure de conclure et de laisser la place au suivant. Je remercie les intervenants d'avoir respecté le délai, et puis je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. Et bonne suite du salon. Merci.